Si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assise de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous vous accueillons à l'Espace Ouest France, aujourd'hui à Rennes, dans cette table ronde dédiée aux innovations des territoires pour accélérer la parité. Alors que la loi Copé-Zimmermann, qui a porté ses fruits, concerne les entreprises cotées, les TPE-PME territoriales ont-elles un rôle à jouer? Ce que nous allons voir aujourd'hui. Sur quelles initiatives peut-on s'appuyer pour accélérer la parité? Les territoires sont-ils finalement la clé d'un changement national? Pour en parler, j'accueille donc Julie Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du réseau d'affaires Bouge ta boîte et de Bouge ton groupe. Alors, c'est la solution dédiée au développement des carrières des femmes en entreprise, c'est ça? C'est exactement. À vos côtés, Laurence Fortin, bonjour. Vous êtes vice-présidente Région Bretagne. Béatrice Fourneau est également avec nous, secrétaire générale de la CAPEB 35, CAPEB Ille-et-Vilaine, bonjour. Et Virginie Malnois à vos côtés, directrice Nouveau Modèle chez Harmonie Mutuelle. Merci à toutes les quatre d'être avec nous. Vous pouvez prendre vos micros pour nous répondre. La loi Copé-Zimmermann, on le disait, finalement a beaucoup fait bouger les lignes, mais elle concerne les grands groupes, les entreprises cotées, de même que la loi RIC5 qui a été adoptée il y a quelques mois. Julie Baudin, sur le terrain, le sujet de la parité est-il pris en main par toutes les entreprises? Qu'est-ce que vous constatez? Et est-ce qu'elles sont encore confrontées à des réticences sur ces sujets? Alors oui, le sujet de la parité est pris en main. Est-ce qu'il est pris en main au même niveau, avec le même niveau d'importance? Pas forcément. Mais en tout cas, toutes les entreprises dans lesquelles nous intervenons ou que nous rencontrons ont des actions en place. Après, elles se posent parfois la question de l'efficacité de ces actions, par quoi commencer, etc. Mais par contre, vraiment, moi, je tiens à dire qu'on avance. Il y a encore beaucoup de chemin. Mais vraiment, que ce soit les collectivités, que ce soit les grandes entreprises ou les plus petites, il y a une vraie prise de conscience. Après, la question est de trouver les vrais moyens, les vrais leviers pour agir vite, parce que le temps passe et passe très vite. Et alors, quels sont les biais qui perdurent, qui freinent encore les femmes justement dans la prise de poste? Alors, moi, je dirais que je changerais les freins des femmes, parce qu'en fait, je crois que plus on nous parle de freins et plus on en a. Donc, je pense qu'il faut déjà qu'on arrête de parler de freins des femmes. Je pense que ce sont plutôt des freins et des biais de l'écosystème, plus que des femmes. Les biais qui persistent, eh bien, ce sont, et je crois qu'on en a beaucoup parlé depuis ce matin dans les assises de la parité, ce sont toutes ces filières qui sont présupposées dites féminines ou dites masculines. Ça perdure encore beaucoup, et je crois qu'on parlera tout à l'heure des écoles notamment, mais je crois que ça perdure beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de biais au recrutement. Je crois que suivant le métier auquel on prétend, suivant l'entreprise dans laquelle on arrive, parfois on se dit, voilà, est-ce que je peux vendre des voitures? Est-ce que je peux être ingénieur dans un domaine technique ou technologique, etc. Ça perdure encore beaucoup, y compris chez les jeunes filles. Et donc, on doit toutes et tous être actrices et acteurs au quotidien pour que ça change. Sur le terrain et que vous conseillez? Alors déjà, moi je crois qu'il y a une chose, c'est qu'il faut considérer qu'on peut tous faire quelque chose. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de temps non plus, je crois pas. C'est une question de volonté. Je crois vraiment que c'est une question de volonté. Nous, on est une petite entreprise, on est 20 salariés aujourd'hui chez Bouge ta boîte. Et pour autant, par exemple, on a décidé du congé paternité, deuxième parent. Nous, aujourd'hui, les hommes salariés de Bouge ta boîte ont 2 mois de congé paternité. Il n'y a rien qui nous y oblige. Ils les prennent? Oui, alors en plus on a un CTO, donc en plus vous voyez sur un domaine potentiellement en risque pour l'entreprise qui a pris son congé paternité et pour lequel ça s'est très bien passé. Et je tiens à expliquer en quoi le congé paternité peut changer les choses, parce qu'il change à la fois les choses dans la charge, on va dire, dans le foyer, c'est-à-dire que si le papa est présent dès la naissance de l'enfant, évidemment il est plus présent dans la vie de l'enfant aussi. Et puis surtout il permet de gommer les biais de recrutement, puisque un homme ou une femme, je pense que toutes les femmes ici présentes ou qui nous écoutent ont au moins eu une fois la question de est-ce que vous comptez avoir des enfants en entretien de recrutement? Alors elles ne devraient pas, mais...
On ne devrait pas, mais il n'empêche que c'est le cas, et je pense qu'on peut demander à toutes celles qui nous regardent, c'est le cas aussi. C'est très peu le cas chez les hommes, et donc si on gomme complètement cet effet-là au recrutement, eh bien, il n'y a plus de sujet. On sait s'organiser quand les femmes partent en congé maternité, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire la même chose chez les hommes. Il y a aussi tout ce qui est recrutement, c'est-à-dire recruter avec un binôme mixte. Eh bien, de fait, on va venir gommer l'effet de biais de genre. Le fait d'exiger aussi de ces cabinets de recrutement, quand on travaille avec des cabinets de recrutement, d'avoir autant de CV d'hommes que de femmes, par exemple, et de ne recevoir aucun candidat tant qu'on n'a pas autant de CV d'hommes que de femmes. Et je peux vous assurer que c'est assez efficace. Donc voilà, des choses très simples du quotidien. Prendre 1 heure de son temps pour aller témoigner auprès de lycéens ou de collégiens. On a tous des enfants, des neveux, des nièces. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Parce que on doit aussi incarner des rôles modèles, on en parlera peut-être plus tard, mais on parle beaucoup de rôles modèles qui nous semblent inaccessibles, à nous les premières, je pense, alors qu'il y a plein de rôles modèles du quotidien. Je pense qu'en étant ici, et on le témoigne, et prendre cette place-là et assumer de la prendre, je pense que c'est aussi, ça permet de montrer la voie. Je crois que c'est important. Virginie Manois, chez Harmonie Mutuelle, justement, il y a 4500 salariés, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc vous êtes concerné directement par les quotas, finalement, dans les instances dirigeantes. Les équipes sont composées à 80% de femmes. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans les postes de direction ou d'encadrement? Alors, que ce soit au conseil d'administration ou au comité de direction générale, on est à parité totale. Donc, c'est une belle avancée. Alors nous, on n'avait pas le problème de manque de talent féminin, puisque la population, vous l'avez dit, était majoritairement féminine. C'était plutôt comment mettre en valeur ces talents et leur donner envie de postuler, parce qu'on constatait qu'effectivement, quand on montait dans la hiérarchie, il n'y avait pas tant de femmes que ça, et c'est pas si vieux en arrière. Donc il y a eu un vrai changement avec l'arrivée de notre directrice générale, qui a beaucoup œuvré pour la parité. Et pour y arriver, les ressources humaines ont mis en place un programme qui s'appelait Talent au féminin, et il y avait entre 10 et 15 femmes par an qui bénéficiaient de ce parcours, qui à la fois mêlait du travail sur le leadership, de l'accompagnement personnel et du mentorat, pour pouvoir les accompagner et leur donner envie de se propulser, puis d'avoir un peu d'ambition, parce que le terme ambition n'est pas négatif. Et je pense qu'il est souvent associé à quelque chose de pas très bien. D'avoir de l'ambition, c'est peut-être pas très bien vu par beaucoup de femmes. Donc, faut leur donner envie d'y accéder. Et donc ça a assez bien fonctionné. Et puis après, toutes ces femmes qui ont bénéficié de cet accompagnement, il y en a certaines d'entre elles qui ont eu envie de partager en fait tout ce qu'elles avaient acquis. Et donc, elles ont mis en place un réseau interne qui s'appelle La Fabrique pour la mixité des talents, pour aller plus loin en fait que uniquement la parité homme-femme, parce que la mixité, c'est encore plus fort. C'est aussi la différence d'âge, c'est aussi les problématiques de mode d'éducation, de culture, etc. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, elles partagent un certain nombre de leurs acquis, et on a mis en place du mentorat, ce qui fait que tous les salariés de la maison peuvent se proposer comme mentor, et tous les salariés de la maison peuvent demander à être mentorés. Alors bien sûr, il y a une formation pour que les choses se fassent proprement, mais tout le monde aujourd'hui, au sein de la mutuelle, peut bénéficier d'un mentorat pendant 6 mois pour travailler sur un axe de leadership. Et est-ce que vous arrivez à faire monter dans les différents, on va dire, métiers de l'entreprise? Parce que c'est vrai que souvent, on voit, on va dire, les fonctions commerciales, pour caricaturer, sont plutôt, on va dire, l'encadrement est plutôt masculin, puisque les équipes sont plutôt masculines, et d'autres postes, ressources humaines, etc., qui sont plutôt féminins. Est-ce que vous arrivez justement à équilibrer la parité dans l'ensemble des métiers? Alors, ce que vous évoquiez n'était pas du tout une caricature au sein de la mutuelle, c'était une réalité. Moi, j'ai eu la chance de diriger la région Centre-Île-de-France, et dans la région Centre-Île-de-France, il y avait Tours. Et à Tours, j'avais une parité absolue, parce que j'avais toutes les équipes informatiques et les équipes de gestion. Alors c'était merveilleux, j'avais les équipes informatiques qui faisaient la parité masculine et les équipes de gestion qui faisaient la parité féminine. Donc on a travaillé au sein d'Harmonie Mutuelle pour que, évidemment, ce type de parité ne se calcule pas de cette façon-là, mais que, effectivement, dans les équipes informatiques, eh bien, on pousse l'embauche de femmes, et aujourd'hui on est à 40%, je crois, donc c'est une vraie progression. Et puis, dans les équipes de gestion, ça reste encore très majoritairement féminin. On est content quand on arrive à accueillir quelques hommes sur les plateaux, parce que la mixité apporte une surperformance intéressante dans le fonctionnement même des relations humaines.
Et puis, on a travaillé aussi surtout sur la filière commerciale, puisque par exemple, parmi les chargés d'affaires collectifs, on avait majoritairement des hommes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ces filières-là et dans le management de ces filières-là, on arrive à avoir également des femmes. Mais les premières femmes directrices de développement, ça date d'il y a quelques années seulement au sein d'Harmonie Mutuelle. Et maintenant, on voit que c'est un fonctionnement tout à fait naturel, puisqu'avec la dernière organisation au sein d'Harmonie Mutuelle, qu'on a appelée T21, donc ça date du 1er janvier 2021, on a mis en place 12 régions opérationnelles. Et bien, sur les 12 régions opérationnelles, il y a 7 femmes. Et alors, Julie Baudin disait tout à l'heure qu'il fallait arrêter de parler des freins des femmes. Si on inverse le problème, est-ce qu'il y a eu des freins de la part des hommes ? Alors forcément, les réactions ont été diverses. Après, il n'y a pas de, on ne peut pas caricaturer les réactions, mais on a forcément eu au départ, quand on a lancé tous ces programmes talent au féminin, il y a peut-être eu quelques hommes qui se sont dit pourquoi il n'y a pas de talent au masculin ? Et est-ce que je vais continuer à avoir ma place dans l'entreprise si on promeut autant de femmes ? Alors, il y a beaucoup qui avaient compris qu'il y avait un besoin de rattrapage pour équilibrer les choses et puis que ce soit justement bien positif et pour tout le monde et que ça apportait quelque chose à l'entreprise. Mais forcément, de ci, de là, il y a eu quelques réactions un peu moins facilitantes, mais qui se sont estompées avec le temps. Alors, Laurence Fortin, si on se place du côté de l'employeur, de la région en tant qu'employeur, où est-ce que vous en êtes en matière de parité et quelles actions concrètes vous mettez en œuvre pour briser le plafond de verre aussi ? Bien, bonjour à tous. Vraiment ravi. Et peut-être, avant de répondre très concrètement à votre question, j'ai envie qu'on se félicite de ces rencontres des assises de parité. Pourquoi ? Parce qu'on ne se l'est pas dit ici aujourd'hui, mais c'est complètement d'actualité. Et peut-être que finalement, on peut se dire collectivement que rien n'est jamais acquis. On le voit aux États-Unis et même de manière beaucoup plus proche, j'ai envie de dire, en France au quotidien. Et là, avec le renouvellement de l'Assemblée nationale, on voit encore qu'on a diminué pour la première fois le nombre de femmes députées. Donc sans doute se dire que le fait de parler de la parité est nécessaire. Et en plus, il faut protéger les acquis de la parité. Je pense que c'est très important tout ce qui vient d'être dit. À un moment ou l'autre, il faut effectivement avancer, objectiver, tracer, mettre en œuvre des plans d'action, mais il faut aussi protéger les acquis qui ont été obtenus. Alors, au niveau du Conseil régional de Bretagne, comment ça se passe ? On est une assemblée qui n'est pas exempte de tout ce qui se passe par ailleurs. La question des plafonds de verre est aussi bien identifiée. La question des freins ou des autres mots qu'on va trouver est aussi une réalité. On observe dans les politiques publiques depuis longtemps ces questions-là de la parité. Donc ça nous a permis de mettre en œuvre des plans d'action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'en Bretagne, les disparités salariales, par exemple, qui sont de 15%, le sont que de 8% dans l'encadrement au Conseil régional de Bretagne. J'ai envie de dire que 8, mais c'est encore trop. C'est encore trop. Parce que la question de ces disparités, c'est finalement l'inégalité entre les gens, entre les personnes, pour des mêmes fonctions, et ça n'a pas lieu d'être. Ça l'est moins sur des classes professionnelles inférieures, ce qui est déjà un début, mais trop, en tout cas, dès lors où on évolue dans les fonctions, dans la collectivité. Ce qui a été mis en place, c'est déjà des repérages. Repérer les métiers qui ne sont pas à parité. Repérer les métiers qui sont en difficulté. Et faire travailler, mettre en place des plans d'action autour de ça, pour les différents métiers. Vous l'avez bien dit, madame, tout à l'heure, sur la question du contrôle de gestion ou sur la question de l'informatique. Eh bien, il faut bien identifier que ces activités-là sont inégalitaires. Et donc, il faut mettre en œuvre des actions. Et donc, on était à travailler avec une quarantaine d'actions au niveau du Conseil régional de Bretagne, avec Bouge ton groupe également, pour favoriser l'évolution des femmes dans l'encadrement, avec des femmes encadrantes qui permettent de rencontrer d'autres qui aspirent à le devenir et qui se rencontrent tous les mois et qui échangent sur les aspirations, les objectifs, la manière d'y arriver, ce qu'il y a à travailler pour se faire. C'est vraiment important. Et puis, une collectivité, c'est pas que des agents. C'est aussi des élus. Alors, au Conseil régional de Bretagne, on a la chance d'avoir une élection qui est une élection sur une liste Shabada, un homme, une femme, ce qui fait que nous sommes élus et à parité globalement, à peu de choses près, un ou deux selon les modalités. Mais si on fait le lien avec d'autres collectivités de Bretagne et ailleurs en France, c'est pas du tout le cas. Les conseils départementaux, il a fallu attendre 2014
2014 avec la loi sur la parité pour que tous les conseils départementaux de France aient de la parité. On avait encore en 2014 3 conseils départementaux en France où il n'y avait pas une seule femme dans ces assemblées. On a la question des maires ou des élus locaux. Là encore, il a fallu légiférer pour obtenir une parité dans les communes de plus de 1000 habitants. Et si on regarde ce qui se passe sur les intercommunalités, eh bien là, on est en dessous de 20% en termes de représentativité. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Alors, on parlait tout à l'heure des secteurs. Béatrice Fourmont, il y a un secteur qui est quand même peu féminisé, finalement, c'est celui du bâtiment, que vous représentez aussi. Qu'en est-il de la place aujourd'hui des femmes dans ces entreprises du bâtiment? Et est-ce que la parité est atteignable dans ce secteur qui part de loin, on peut le dire quand même? Tout à fait. Je suis très, très contente en fait, de parler du bâtiment parce que ça me tient vraiment à cœur. En fait, aujourd'hui, nous, on a 16 000 chefs d'entreprise femmes dans le bâtiment. Ça représente à peu près 3% des chefs d'entreprise. Et 13% des salariés sont des femmes. Mais pour vous dire, entre 2007 et 2018, on a eu 4% d'augmentation. Donc, on était très contents. Donc, comme vous le dites, on part de très loin. Nous, on a un objectif, c'est d'avoir une progression continue, de continuer à démontrer que c'est un secteur d'activité qui, voilà, peut se féminiser. De là à dire qu'on arrivera à la parité, je ne sais pas. Par contre, nous, on travaille en œuvre pour qu'on ait de la progression continue. Alors, finalement, les entreprises du bâtiment aujourd'hui sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas très récent, ça fait quelques temps déjà, mais est-ce que cette pénurie, finalement, peut faciliter l'ouverture, justement, à des profils féminins ? Oui, bien sûr. Alors, nos initiatives sont conjointes avec les centres de formation. Vous savez, dans le bâtiment, on est plutôt avec des centres de formation d'apprentissage, les compagnons du devoir. Eux, ils ouvrent leurs portes aux femmes depuis un certain nombre de temps déjà. Madame Fortin en parlera sûrement, mais grâce à la région, on a aussi des formations qui permettent la reconversion. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, de plus en plus de femmes s'interrogent et se posent la question d'aller vers le bâtiment. Donc nous, on continue à travailler là-dessus. Je voulais aussi dire qu'au sein des organisations professionnelles et comme la CAPEB, depuis les années 80, en fait, ils ont mis en place des commissions des femmes d'artisans en démarrage, des femmes d'artisans. Donc c'était un peu pour représenter les femmes qui travaillent dans l'ombre de leur mari. Aujourd'hui, depuis 2 ans, cette dénomination a changé et on dit Commission nationale des femmes de l'artisanat. Et c'est très important ce changement de mot parce qu'en fait, c'est bien entendu toujours les femmes d'artisans qui travaillent aux côtés de leurs conjoints, mais c'est aussi maintenant les chefs d'entreprise et elles ont différents statuts. Et ça, c'est très très important et elles ont besoin de cette reconnaissance. Et je trouve qu'on avance vraiment dans le bon sens avec toutes ces commissions, ce réseau aussi de femmes qu'on peut trouver dans différents secteurs d'activité. Mais vous voyez, le bâtiment aussi s'ouvre à cela. Vous parliez de l'importance du statut pour montrer que les femmes sont là, finalement, cette reconnaissance dans le monde du bâtiment. Il y a eu une réforme aussi du statut de conjoint collaborateur. Ça bouge aussi. On les voit aujourd'hui comme des dirigeantes d'entreprise. Complètement. On a de plus en plus de femmes. Donc, bien évidemment, vous parlez du statut de conjoint collaborateur qui était un petit peu un statut de protection. Mais aujourd'hui, elles ont la possibilité entre celui-ci, mais aussi d'être salariées de l'entreprise de leur mari. Et ça génère une véritable protection sociale et aussi associée. C'est-à-dire qu'elles prennent des parts et elles décident aussi de créer leur entreprise. Moi, je sais que j'apprécie particulièrement ces jeunes femmes qui viennent me voir dans mon bureau en me disant voilà, j'ai un projet, je veux monter ma boîte, j'étais salariée ou voilà, j'ai un certain nombre d'années d'expérience et j'étais conducteur de travaux, chef de chantier. C'est des termes aussi qu'on n'utilise pas forcément facilement pour des femmes, mais c'est le cas. Et dans nos métiers, en fait, on a une palette de métiers qui permet aujourd'hui de se lancer et elles ont vraiment la volonté. Et nous, on les accompagne sur ça. Moi, je suis secrétaire générale dans le bâtiment, mais c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des métiers justement qui sont plus féminisés dans le bâtiment que d'autres ? Alors, bien évidemment, on va parler de la peinture, parce que c'est peut-être là, on va peut-être avoir plus d'élèves peintres au niveau de nos centres de formation, mais on a aussi des gens qui se tournent vers les métiers du bois, la menuiserie, on en a également. Je voulais revenir sur des initiatives qui sont vraiment utilisées. C'est la fameuse vidéo, vous parliez de témoignages, de modèles. Nous, on a besoin de ça aussi pour que nos jeunes s'inspirent. On a eu la chance de filmer l'année dernière avec un youtubeur différentes professions. Et lors de ces films, on a eu 2 témoignages. Une jeune femme qui était peintre, qui avait son entreprise. Ça faisait 19 ans qu'elle faisait déjà ce métier, alors qu'elle était jeune. Et on sentait dans son interview qu'elle gardait sa passion. Et ça, j'ai trouvé ça juste formidable. Et la deuxième, c'est
C'est une jeune fille qui est tailleur de pierre, donc c'est possible. Elle travaille dans une entreprise de maçonnerie de Redon. Et elle me dit, en fait, moi, j'étais destinée à être kiné. Et en fait, par une rencontre, une femme qui m'a expliqué ce qu'elle faisait, moi, j'ai eu envie aussi de faire ce métier. Donc, je me dis aussi que c'est pas impossible. C'est par les rencontres que l'on peut faire, les témoignages des gens qui vous donnent et qui vous transmettent votre passion, et notamment dans les métiers du bâtiment. Alors il y a ces vidéos, mais quelles initiatives finalement vous prenez justement pour attirer les femmes vers les formations aussi, parce qu'il faut trouver du personnel formé, vers ces formations-là et ces métiers? En fait, les vidéos, c'est une chose. Et on a les témoignages de nos chefs d'entreprise qui sont en fait prêts à promouvoir leur métier. Alors je vais peut-être anticiper, mais dans les collèges, et c'est ce qu'on fait énormément parce que c'est un peu la population qu'on va chercher. C'est vrai que ces jeunes, des fois, savent pas trop quoi faire. Donc nous, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur ces stages découvertes. Voilà, ils ne connaissent pas forcément nos métiers et on leur dit, venez, poussez les portes en fait des entreprises sur 3, 4, 5 jours. Et ma dernière expérience, c'était la semaine dernière à un collège, la Guerche de Bretagne, où j'avais un homme et 2 femmes qui étaient là pour parler de leur métier. L'homme était donc chef d'entreprise. C'était amusant, il parlait de son entreprise de peinture, mais il a insisté aussi sur le rôle de sa femme dans son entreprise. On lui avait rien dit, hein. Et donc il a vraiment mis en avant le rôle et la complémentarité entre les deux, parce que son entreprise ne peut pas vivre en fait s'il n'y a pas quelqu'un aussi qui l'aide dans les factures, les relances de devis, etc. Ça peut mettre en péril une entreprise quand on n'a pas un bon binôme. Et les 2 autres femmes, c'était une femme salariée, une femme qui était associée. Salariée, même chose, elle était très fière de ce qu'elle faisait, parcours très différent. Et à un moment, elles n'osaient pas dire qu'elles venaient d'un autre univers. Mais je leur dis, si, dites ce que vous avez fait au démarrage pour montrer aussi à ces jeunes dans la salle qu'on peut démarrer sur un métier. Donc l'une, c'était tourisme, et aujourd'hui, elle aide dans la menuiserie agencement de son mari. Mais c'est possible. Donc je trouve que quand elles transmettent comme ça leur métier, leur parcours, on avait 15-20 élèves dans la salle, pratiquement autant de filles que de garçons. Et à la fin de la présentation, on leur a demandé si ça leur avait donné envie de faire un stage. Et on en avait 7-8 qui levaient la main, filles, garçons. Et ils avaient envie d'essayer de voir ce qu'étaient les métiers du bâtiment. Donc je me dis qu'avec ça, on réussit un petit peu à faire changer aussi les mentalités. Je reviens sur la féminisation du métier. Il y a des entreprises qui n'étaient pas du tout adaptées, entre guillemets, à accueillir des femmes non plus. Il faut aussi repenser parfois l'aménagement des locaux. Il y a des choses de cet ordre aussi. Tout à fait. Il faut savoir que la mixité, en fait, entraîne des fonctions de pensée différemment. Les sanitaires, les vestiaires, il faut tout séparer en 2. Le port de charges lourdes, il ne faut pas le nier. On a des métiers où, en fait, l'activité physique est assez soutenue. Mais justement, ça fait réfléchir nos chefs d'entreprise et ça bénéficie à l'ensemble des salariés, finalement. Donc là, l'exemple de la tailleur de pierre, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mon chef d'entreprise a tout réorganisé. Il y a aussi une bonne bienveillance en fait de ses collègues aussi à son égard. Donc vous voyez, ça fait vraiment évoluer les mentalités au sein même des entreprises. Et comment est-ce que vous faites finalement pour faire évoluer les préjugés aussi dans l'orientation scolaire? On voit bien dans les écoles, les enseignants vont spontanément davantage orienter les jeunes garçons vers des métiers du bâtiment, ce qu'ils ne font pas finalement pour les jeunes filles. J'en reviens là-dessus aussi. Ouais, j'en reviens de notre technique en fait de se déplacer en fait dans les collèges avec ces témoignages de chefs d'entreprise femmes et hommes, cette mixité en fait tout simplement, et leur montrer, et aux familles aussi leur de porte-ouverte, des forums métiers aussi qui sont organisés par les établissements où les parents viennent témoigner aussi de ce qu'ils font. Et aujourd'hui on a peut-être pas autant d'hommes que de femmes, mais les femmes ont envie en fait d'exprimer ce qu'elles font au sein de l'entreprise. Donc et ça parle aux familles et ça leur permet de découvrir, je vous dis encore, des métiers qu'ils ne connaissent pas. Et vous entendez des discours parfois des familles aussi qui vous surprennent encore aujourd'hui? Plus sur l'orientation, dans le sens où je pense qu'on souffre malheureusement d'une image où on n'est pas bon à l'école, donc on va vers la voie de l'apprentissage. Justement, moi, par l'exemple de ces parcours très diversifiés, j'ai envie de dire, on a aussi besoin de tout le monde. Bien sûr, peut-être un élève qui est en échec scolaire va être accompagné de manière différente au sein de l'entreprise. Il y en a, il faut pas le nier. Et justement, nos chefs d'entreprise, qu'ils soient femmes et hommes, apprécient peut-être de les prendre sous leur coupe pour peut-être leur donner confiance en eux et donc leur dire que c'est pas grave, tu n'as pas réussi à ce moment-là à l'école, mais peut-être que tu vois, par le biais de l'apprentissage ou d'autres formations, tu vas t'épanouir dans ton métier. Alors Julie Baudin, on abordait la question de l'école, de l'orientation. Est-ce qu'il y a encore du travail justement du côté des écoles pour avancer sur la parité? Alors, je pense qu'il y a eu, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des écoles. Après, moi, je suis maman d'adolescents, donc
Je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de biais dans l'orientation à l'école, en général d'ailleurs, que ce soit pour les filles comme pour les garçons. Je pense qu'on aurait aussi plus de sages-femmes hommes, ce serait bien. Enfin, je crois beaucoup à la mixité, quels que soient les métiers, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a encore beaucoup de biais d'orientation, vous l'avez dit. Hein, on n'est pas bon à l'école, on va s'orienter vers l'apprentissage. Moi, je pense que c'est une absurdité sans nom. D'autant qu'on voit aussi plein de femmes et d'hommes qui font des études et qui, au bout d'un moment, se disent « mais en fait, c'est pas pour moi et je me suis trompée d'orientation ». Donc moi, je crois que le rôle de l'école, c'est d'éveiller à ce qui existe, mais pas de choisir à la place. Je crois que parfois, c'est un petit peu ce qui est fait, et d'autant que parfois, tous les parents ne sont pas non plus éveillés à tout ce qui existe partout non plus. Moi, je viens d'un milieu ouvrier dans lequel il n'y avait pas forcément une connaissance de tout ce qui était possible. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'influence à ce moment-là. Moi, j'ai fait l'exercice, par exemple, et je le regrette, mais j'ai madame à côté de moi, mais moi, j'ai fait l'exercice depuis 3 ans de proposer mes services à l'école de mes enfants pour faire une conférence sur l'égalité ou sur les biais ou sur le sexisme ordinaire. Bon, je regrette de ne pas encore avoir été appelée, mais je ne désespère pas. Et puis, je vais passer la seconde vitesse s'il faut. Mais je crois qu'on a beaucoup évolué, par exemple, à l'école sur la sensibilisation aux réseaux sociaux, aux risques, au harcèlement. Enfin, je pense que sur tous ces sujets-là, il y a quand même beaucoup de choses au racisme, au sexisme, etc. Je pense que sur tout ce qui est biais de genre, il y a encore du chemin, vraiment. Mais en général, pas que sur le cadre économique. Donc il y a plein de choses qui sont faites, il y a plein d'initiatives. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des professeurs, de leur investissement, de leurs propres croyances à eux, de ce que les élèves aussi amènent à l'école. Mais vraiment, je crois que c'est là que ça va se jouer, et très tôt, c'est-à-dire dès le primaire. Parce qu'il y a plein de choses qui sont faites au moment du lycée, mais il y a déjà énormément de biais. Moi, j'ai ma fille qui veut être pompier. Je pense qu'à chaque fois qu'elle dit qu'elle est pompier, qu'elle veut être pompier, il y a 3 fois sur 4, on lui dit que c'est dur pour les filles, par exemple. Mais tout le monde, pas que l'école, mais tout le monde. Donc ça, ce sont encore des choses très, très présentes qu'on a toutes et tous le pouvoir de changer, mais il ne faut pas laisser passer, en fait. Et il faut souligner, dire, dénoncer et agir. Parce que, encore une fois, je crois qu'on a tous le pouvoir de consacrer 1 heure à l'école de nos enfants. Je crois que c'est possible. Alors on en a parlé du rôle des modèles. Comment les entreprises sur le terrain, Julie Baudin, agissent pour les faire émerger, ces modèles ? Alors, il y a énormément d'actions, vous l'avez expliqué, madame, tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de programmes autour des talents, il y a beaucoup de programmes pour faire émerger les talents, pour accompagner les talents. Moi, je regrette parfois que souvent les dispositifs sont fléchés vers les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme de détection des talents au sein des entreprises, auquel moi-même j'ai participé par mes expériences passées, qui ne me choquaient pas plus que ça non plus avant. Mais je crois que si on considère chaque personne de l'entreprise comme étant un talent, alors on va l'accompagner différemment. Or, parfois, on considère les talents par des critères de niveau scolaire, de type d'école, de parcours à haut potentiel, enfin tout ce qu'on entend partout dans les entreprises, qui est très vrai. Mais je crois énormément à la mixité des parcours, et je crois que si on n'a que des clones dans nos entreprises, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, les rôles modèles, ce sont ceux du sérail, ceux qui existent, ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et parfois, dans les entreprises, on va chercher des rôles modèles à l'extérieur. On va chercher des directrices générales du CAC 40, etc. C'est génial, ces parcours-là sont absolument incroyables. Mais pour le commun des mortels, je vous assure que ça semble inatteignable. Vraiment. Alors que si on fait parler sa collègue qui est dans l'entreprise depuis 15 ans, qui a eu 3 postes différents, ou qui est arrivée au même poste que moi et qui, en 10 ans, en travaillant beaucoup, a eu des opportunités, etc., alors là, ça devient atteignable. Donc moi, je crois beaucoup aux talents qui sont déjà à l'intérieur, que l'on peut faire parler à l'intérieur. Il y a des programmes pour ça, il y a du mentoring, il y a tout ça, mais ça reste assez confidentiel souvent. Et on peut le rendre plus large, mais sur la mixité en général. Là, on parle beaucoup de parité, d'égalité femmes-hommes, mais je crois que tout ce qu'on dit là est transposable à la mixité en général, parce que c'est vrai aussi sur la mixité des parcours. Et est-ce que ces modèles internes à l'entreprise acceptent de parler, d'expliquer leur parcours ? Parce qu'elles-mêmes ne vont pas forcément se sentir comme des modèles. Elles ont pas cette impression-là. Les femmes en général acceptent très peu ce genre de choses parce que, souvent elles disent, et moi je travaille aussi beaucoup pour l'entrepreneuriat, donc j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que vous disiez, puisque Bouge ta boîte, c'est un réseau d'accompagnement des femmes entrepreneurs. On a très peu de femmes dans le bâtiment, on a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et à chaque fois, je crois aussi qu'il faut inviter toutes les femmes qui peuvent le faire à candidater à des prix, à se rendre
rendre visible, à témoigner dans un podcast, à témoigner dans un article, à prendre la parole dans je ne sais quelle association, parce que se rendre visible, ça montre que c'est possible. Et il suffit pas d'avoir fait un parcours incroyable, d'avoir parcouru le monde pour être inspirante. Je me permets de rebondir. Ça me fait juste penser à une jeune femme dont le papa ne souhaitait pas qu'elle aille vers la voie de l'artisanat. Il m'a dit non, tu feras coiffure. Il dit ok, je ferai les 2 ans de coiffure. Et aujourd'hui, elle a l'entreprise de plombier chauffage de son papa. Et je pense que c'est important aussi de leur dire que si elles ont une volonté, qu'elles ont envie, il faut pas de barrière, il faut pas de limite, il faut qu'elles tentent. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais elles auront essayé. Et là, je trouvais que son expérience était vraiment sympa. Donc, souvent, les femmes ne candidatent pas. Nous, souvent, on nous dit, mais dans des conférences, nous, on est un petit peu le poil à gratter de l'histoire parce qu'on dit, il n'y a pas assez de femmes, il faut de la parité, etc. Et souvent, on nous dit, mais on n'en trouve pas des femmes. Ce qui est assez vrai, naturellement, elles vont refuser parce qu'elles n'en ont pas besoin, elles n'ont pas besoin de cette lumière-là. Parfois, elles ne se sentent pas légitimes, elles pensent qu'elles n'ont pas forcément quelque chose à dire. Bien, si nous, on est convaincus que c'est le contraire, eh bien, mettons-les en situation de prendre la parole et de dire ce qu'elles ont à dire tout simplement. Et ça, c'est réellement aussi inspirant. Et il y a plein de rôles modèles inspirants, mais souvent, ça semble inatteignable quand même. Hein. Donc, pour les jeunes filles, se dire, bah oui, il y a ma voisine ou ma cousine, elle a repris une entreprise de plombier, donc être plombier pour une fille, c'est possible. Bah là, ça devient réellement possible. Donc voilà, c'est dans le quotidien, je crois. Les rôles modèles ordinaires du quotidien sont ceux qui certainement inspireront les plus jeunes. Cette question des rôles modèles, Laurence Fortin, c'est quelque chose auquel vous pensez également au niveau de la région et que vous mettez en avant. Est-ce qu'il y a des programmes justement pour mettre en avant les rôles modèles au sein de la région ? Alors, rôle modèle, moi j'y crois beaucoup. Je pense que c'est essentiel. Il faut que chacun puisse imaginer par rapport à quelqu'un qu'il a vu faire quelque chose. Donc je pense que ça c'est important. On a parlé tout à l'heure de l'éducation dès le plus jeune âge. Moi je suis persuadée qu'à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire, ne serait-ce qu'à l'école maternelle, dans la cour de récréation. Je le dis depuis longtemps. Il y a le terrain de foot au milieu. Pour ces messieurs, il reste les restes pour ces dames. Et dès le début, donc dès l'enfance, le premier signal, c'est de dire il va falloir t'adapter dans ce monde-là. Bon, je pense qu'il faut y travailler. Il faut travailler à tous les étages, y compris, nous on le fait au niveau du lycée, au niveau de l'orientation, au niveau de la représentation des métiers, comme ça a été dit tout à l'heure. On le fait également avec les élus en termes de représentativité, mais c'est pas que comme ça, c'est pas qu'une histoire de représentativité, mais on est très peu de femmes vice-présidentes à l'économie. Ce ne sont pas les fonctions qu'on attribue généralement aux élus femmes. On va leur attribuer, alors il n'y en a pas au conseil régional, mais plus le social, plus d'autres fonctions, le lycée, les collèges, enfin bref, toutes ces politiques-là qui sont souvent confiées aux femmes. Je pense que ça, c'est très important, justement, de casser ces codes-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, pour le coup, il n'y a absolument pas de raison. C'est un travail qu'on a également avec l'ensemble de nos acteurs, de nos partenaires. Hein. Par exemple, moi, sur la question des genres, je vais conditionnaliser, c'est-à-dire que je vais accompagner financièrement une construction d'aire de jeu s'il y a une mixité. Si elle est prévue dans ce cadre-là. Si ça ne l'est pas, ça ne sera pas accompagné financièrement. Donc je pense que dans l'ensemble de nos politiques publiques, on a la capacité d'accompagner, d'orienter les choses. Je vais reprendre un autre exemple qui concerne les conseils de développement. C'est la société civile représentative. La loi encadre l'organisation et l'organisation de ces systèmes, mais c'est rarement respecté. C'est-à-dire que la parité doit être respectée. Depuis 2015, j'y travaillais. 2017, pédagogie, rencontre de l'ensemble des acteurs, plan d'action, indicateurs, qu'est-ce qui va se passer. 2018, à nouveau rencontre avec les vice-présidents à l'égalité. 2019, rencontre avec la jeunesse, et puis ces indicateurs n'évoluent toujours pas. Et j'ai fini par mettre l'accompagnement financier des conseils de développement en fonction de la parité. J'ai fait un bond en un an, alors que ce qui n'était pas possible depuis 2017, en un an, c'est réalisé. Donc, très concrètement, il faut regarder quasiment politique par politique, hein, mais il faut, à mon avis, vraiment bien évaluer les choses en amont et bien les objectiver, et ensuite se donner des marges de progrès
qui t'apprend progressivement les différents outils pour atteindre les objectifs. Alors on va y revenir justement à ce rôle dans l'attribution des aides ou la commande publique, on va y revenir. Mais Virginie Malnois, justement, au-delà de la question stricte de l'entreprise, on va dire, il y a un programme aussi que vous avez mis en place qui s'appelle Prenons soin des femmes. D'où est partie justement la mise en place de ce programme et en quoi ça consiste ? Alors, il est parti du fait qu'on a constaté qu'il y avait un biais de genre. C'est le professeur Mounier-Veillé qui est intervenu chez nous et qui nous a montré que finalement la première cause de mortalité des femmes, c'était les problématiques cardiaques, puisqu'on mettait 2 fois plus de temps à alerter les services d'urgence quand une femme a un problème cardiaque, parce qu'on connaît les signes annonciateurs chez un homme, mais on ne connaît pas les signes annonciateurs chez une femme. Et donc, vous avez certainement souvent entendu dire que si on avait une douleur dans la poitrine gauche, il faut appeler rapidement les services d'urgence. Mais pour une femme, ça se manifeste rarement de cette façon-là. Voilà. Et ça, on le sait moins. Donc, on s'est dit, oulala, il faut certainement travailler sur nos axes de prévention. Donc, on avait 2 programmes phares de prévention au sein de la mutuelle. Et on s'est dit, il faut qu'on mette en place un programme de prévention qui se préoccupe davantage des femmes et qu'on en prenne soin, parce que c'est important. Et donc, au sein de ce programme-là, à la fois, on essaye de travailler sur des sujets liés à des problématiques de genre, à l'accompagnement des femmes aussi dans leur parcours, parce qu'il y a plein de sujets. Une femme, elle est cyclutimique, c'est dans sa nature, ce qui n'est pas la nature d'un homme, et donc de bien prendre soin en fait de cette différence, c'est de l'accompagner, et de l'accompagner dans sa différence, c'est lui permettre de prendre toute sa place, parce qu'elle va mieux comprendre comment elle fonctionne. Voilà, donc ça nous paraissait important. Et puis il y a un autre pan qui est autour de l'accompagnement de la femme dans l'entreprise, et de faire, puisqu'on est une mutuelle majoritairement d'entreprise, on a 55% de notre portefeuille qui sont des salariés d'entreprise, eh bien on voulait essayer de travailler avec les entreprises pour qu'elles soient un lieu de détection des violences faites aux femmes, et puis qu'on accompagne également les femmes solo, pour qui souvent la charge mentale d'éducation est tellement lourde qu'elles ont du mal à accomplir complètement leur carrière professionnelle. Donc pour leur permettre de trouver davantage d'équilibre. Donc voilà, on travaille sur tous ces sujets-là avec au départ. Ça se matérialise comment justement ces programmes de détection des violences conjugales, etc. Alors en fait, c'est en cours. On est en train de monter ce service-là qui s'appuiera sur des assistants sociaux qui sont au sein de la mutuelle et qui vont être à disposition des salariés pour des entreprises donc clientes, pour leur permettre de s'exprimer sur ces sujets et qu'on puisse les accompagner, les orienter vers les bonnes sphères. Et puis au sein de la mutuelle, on a déjà effectivement ce service-là et on a mis en place autre chose qui sont des salariés qui ont été formés et qui sont en fait les premières oreilles des salariés en difficulté. Puisque parfois, c'est pas forcément facile de faire la démarche et de se dire je vais aller voir un assistant social, mais j'ai confiance dans tel salarié ou dans tel autre salarié qui n'est pas forcément dans mon service, mais qui est pas trop loin et que je trouve qu'il a l'air abordable. Et donc, je vais pouvoir aller m'ouvrir à lui. Donc, on a mis un réseau de salariés qu'on a formés pour qu'ils puissent être détecteurs des problématiques. Alors, on évoque souvent la maternité autour de la trentaine, on va dire, un âge charnière pour des prises de responsabilité, mais on parle moins de l'âge de la ménopause. C'est vous qui m'en avez parlé quand on a préparé cette table ronde. Pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on peut agir dans l'entreprise pour prendre en compte ce sujet-là ? Alors peut-être c'est lié à mes cheveux gris, mais c'est surtout que je pense que c'est aussi un moment très important, puisque c'est souvent dans la carrière d'une femme, c'est au moment en fait de la ménopause qu'elle est au sommet de sa carrière. Et vous imaginez, j'imagine assez mal une femme arrivant dans un comité de direction générale et en disant écoutez, je suis désolée, mais aujourd'hui c'est pas mon jour, j'ai mes bouffées de chaleur, voilà, donc je vais pas pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Ça va être un peu compliqué. Donc on s'est dit comment on peut accompagner justement les femmes pour qu'elles prennent mieux, qu'elles puissent mieux assumer leurs problématiques personnelles et qu'elles puissent, que ce soit pas un sujet tabou, qu'on puisse en parler, parce que c'est quand même un sujet dont on a un peu de mal à parler. Parce que là, j'en parle avec fanfaronnerie là, mais enfin, j'en parle pas si facilement que ça non plus. Donc voilà, c'est important de pouvoir les accompagner. Et puis, c'est important aussi de faire prendre conscience aux hommes que ce sujet-là existe et qu'ils doivent, si on est vraiment conscient
que la mixité est un axe de progrès pour l'entreprise parce que les sujets qu'on a adressés sont excessivement complexes et quoi qu'on dise, aucun d'entre nous n'est capable de les adresser avec une vision à 360 degrés. Donc on a besoin de visions complémentaires, voire supplémentaires pour mieux les adresser. Si les hommes en ont bien conscience, eh bien, ils doivent prendre conscience aussi qu'il faut accompagner les femmes dans cette période-là et pas seulement dans la période de la maternité, mais également dans la période de ménopause. Et vous n'avez pas peur finalement de, quelque part, on va dire qu'on se bat depuis des années pour justement ne pas mettre les femmes dans des cases qui vont être soumises à leurs hormones, voilà, pour reprendre ce que vous avez dit, et qu'elles seraient incapables de prendre des décisions finalement à certains moments de leur vie ou à certaines périodes. Vous n'avez pas peur justement de retomber dans ce schéma-là finalement ? Non, parce que je pense que si on accompagne justement dans la différence, on va être beaucoup plus efficace. Déjà de savoir comment on peut mieux appréhender ces moments-là, parce que par exemple, typiquement, avec la respiration, vous pouvez améliorer un certain nombre de choses. Hein. Donc déjà, voilà, d'apprendre à mieux prendre conscience de son corps, c'est important. Et c'est aussi un sujet d'écologie, parce qu'on parle tous d'écologie, on veut protéger la planète, hein, mais l'écologie humaine, c'est prendre conscience du fonctionnement de son corps. Et donc si tout le monde a bien conscience de cela, eh bien, il y aura beaucoup moins de violence. Parce que c'est aussi, prendre conscience de son corps, c'est aussi pendant les plus jeunes, peut-être qui ont des hormones qui les travaillent, s'ils prennent conscience de la façon dont ils peuvent les maîtriser et éviter d'être violents, ça serait quand même pas mal aussi. Et puis de prendre conscience de notre fonctionnement au moment de la ménopause, c'est pas de dire on n'est pas capable de réfléchir, on est tout à fait capable de travailler, je peux en témoigner, pendant cette période-là. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on sache et il faut que les gens puissent comprendre que c'est aussi une période où on a besoin d'être accompagné. Et si tout ça est bien compris, ça veut dire qu'on va accepter les femmes comme elles sont et pas des femmes qui vont devoir rentrer dans des rôles modèles masculins. Parce que moi, j'ai pas envie de devenir un homme. Je suis désolée, moi, j'ai envie de rester une femme. Et donc, j'ai envie de pouvoir assumer mes responsabilités en étant une femme. Et vous disiez, ça apporte aussi aux hommes de se poser ce genre de questions parce pour que souvent ils ont une femme à la maison. Donc voilà, pas tous, mais enfin beaucoup. Et donc, de comprendre comment fonctionne leur femme, ça peut aussi les aider. Et vous disiez dans leur propre prise de décision aussi en entreprise, de mieux se connaître en fait, apprendre à mieux se connaître aussi soi-même. Exactement. Et il y a maintenant des conférences où on aide les femmes entrepreneurs en leur disant, vous savez, il y a des périodes dans votre vie, dans votre cycle, où vous allez mieux prendre vos décisions qu'à d'autres. Et c'est pas dire, ça veut dire qu'il y a des périodes où vous prenez mal les décisions. Ça veut dire qu'il y a des périodes où vos décisions vont être encore plus performantes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, du coup, l'entreprise va encore mieux fonctionner. Voilà. Et alors, toujours chez Harmonie Mutuelle, quelles mesures vous avez prises pour améliorer la prise en compte de l'équilibre vie pro, vie perso ? Alors, parce que pour moi, c'est pas un équilibre. Quand on dit vie pro, vie perso, rapidement, on tombe dans vie pro et vie familiale. Et la période de pandémie nous a montré que la charge mentale pour les femmes avait été quand même un peu lourde. Donc moi, je pense que, d'abord, c'est un tabouret à 2 pieds, c'est pas très stable. Donc moi, je pense qu'il faut 3 pieds. Et j'ai tendance à dire qu'il faut, pour l'équilibre, il faut la vie professionnelle, la vie familiale et la vie d'engagement. La vie d'engagement, ça peut être la vie personnelle parce que vous aimez faire du sport, vous êtes engagé dans votre club de sport, ça peut être parce que vous avez envie de défendre une cause, la parité par exemple. Tout ça, c'est important d'avoir un moment qui est à soi. Et au sein d'Harmonie, dans la nouvelle organisation du temps de travail, on a mis 2 choses en place. La première, c'est qu'on a développé de façon assez large le télétravail, puisque chaque salarié peut choisir jusqu'à 3 jours de télétravail. C'est lui qui propose, qui dit s'il veut 1, 2 ou 3, puis c'est le manager après qui voit dans quelles conditions c'est possible. Et puis on a dégagé dans l'emploi du temps 3 jours où chaque salarié peut décider soit d'aller suivre une formation qui n'a rien à voir avec son parcours, il fait ce qu'il veut, soit pour pouvoir s'engager sur une cause. Donc voilà, donc ça facilite cet équilibre à 3 pieds. Alors, Laurence Fortin, on évoquait l'importance justement des décisions publiques pour avancer sur le terrain de la parité. Comment la collectivité fait pour prendre en compte justement la question de l'égalité homme-femme dans ses politiques publiques ? Bon, effectivement, j'ai dit quelques mots tout à l'heure sur la question de la conditionnalité. Donc on a plusieurs axes en interne déjà. Peut-être qu'un élément intéressant à partager, c'est la question de la politique des achats, où on intègre justement dans nos questionnaires, dans les appels d'offres qu'on fait, cette notion de parité. C'est plutôt innovant, c'est plutôt différenciant, et ça permet aussi finalement d'inviter l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille à se sensibiliser et à se porter sur le sujet et donc à faire avancer les choses. Peut-être se dire qu'en externe aussi, ou on va dire avec l'ensemble des entreprises qu'on accompagne,
On travaille également à la question de l'éco-conditionnalité. Donc c'est comment on accompagne et dans quelles conditions on accompagne une entreprise. Et donc la question de l'égalité est encore pris en compte par des indicateurs. Aujourd'hui, pas bien. C'est un sujet qu'on travaille depuis le renouvellement de cette mandature et qui va certainement aboutir là en 2023 sur des critères de conditionnalité dont la question de parité sera également intégrée. Alors pas à proprement parler à hauteur de 50%, mais il y a toujours la notion de progrès parce que l'objectif, c'est justement d'amener un plus grand nombre dans les évolutions. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et je regardais tout à l'heure un fonds d'investissement sur lequel on est majoritaire, nous, au niveau de la région. Il y a une évaluation à l'entrée sur la politique d'égalité. Et ensuite, il y a un plan de marche pour faire évoluer, accompagner cette entreprise au titre de l'égalité. Donc on voit bien qu'on a différents axes. La conditionnalité, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites ou vous mettez en œuvre et à ce moment-là, on vous accompagne, sinon on ne vous accompagne pas. Et puis, il y a la notion de progrès, et ça, je pense que c'est essentiel. C'est on part d'un point A, il faut arriver à un point B. Le point B, c'est 50%, c'est la parité, c'est la lutte contre les inégalités. C'est vraiment ça l'objectif, c'est rien de plus. Mais c'est quand même essentiel. Et comment on y contribue ? On y contribue avec des politiques publiques volontaristes pour faire avancer les choses. Et puis, partenariales en plus. Parce que tout à l'heure, j'en ai pas dit deux mots, mais on travaille aussi avec l'État et l'ensemble des établissements pour l'accompagnement et la création d'entreprises. Et donc là, justement, on avait évalué le nombre de créateurs d'entreprises à l'entrée, donner des objectifs intermédiaires. On est arrivé en 2021 et nous avons atteint les 35, il me semble, de création d'entreprises par des femmes. Premier chiffre breton, enfin premier chiffre national en termes de création d'entreprises. Et on s'est donné l'objectif maintenant d'atteindre les 50%. C'est-à-dire qu'on s'est tracé une voie. Alors évidemment, ces 50% de créateurs d'entreprises, on ne va pas l'atteindre du jour au lendemain, mais on se donne un cap. Le cap, c'est le cap de l'égalité. Et ensuite, on se donne les moyens pour construire nos politiques publiques en phase avec ces objectifs. Et comment vous avez fait justement pour encourager l'entrepreneuriat féminin ? Quelles mesures justement pour atteindre ce bon résultat finalement par rapport à ce qui se passe au plan national ? Eh bien là encore, il y a plusieurs actions. D'abord, des soutiens à des réseaux. Parce qu'il faut accompagner. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut accompagner, il faut mettre en confiance, il faut mettre en situation. Donc l'accompagnement aux réseaux qui permettent des lieux d'échange, de formation, d'information et qui font déjà évoluer les choses. Et puis, il y a aussi tous ceux qui interviennent, les conseillers qui interviennent dans la création d'entreprises. Dans les chambres consulaires et autres, dans la sensibilisation, il y a aussi une sensibilisation des acteurs. Donc en fait, on a revu tout le processus de création d'entreprise et recherché ce qui pouvait être les éléments bloquants pour essayer d'avancer. Et on aura encore ce travail à continuer et à poursuivre. Sur l'accès au crédit, par exemple, on sait aujourd'hui que des femmes ont plus de refus dans l'accès au crédit pour la création d'entreprises. Donc il faut y travailler. Comment on y travaille ? Déjà, avec les femmes elles-mêmes, quand elles présentent leur projet, comment elles le présentent et autres. Mais on le travaille également avec les partenaires financiers. Il faut qu'ils en aient conscience. Il faut qu'ils en aient conscience que quand on pense entrepreneur, c'est pas obligatoirement entrepreneur, monsieur avec son costume 3 pièces. Ça peut être une femme et avec des parcours très différents. Donc on a la question de la représentativité de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse qui est à faire évoluer. Et donc il faut travailler l'ensemble des maillons de la chaîne. Je voulais tout à fait aller dans votre sens, puisque aujourd'hui, c'est 2% des fonds financiers qui sont attribués à des entreprises exclusivement portées par des femmes. Donc, je vous laisse imaginer le chemin à parcourir. Et il y a aussi effectivement une vraie nécessité de sensibilisation parce que les femmes vont globalement aussi moins demander d'argent. Parce que plane aussi au-dessus de notre tête que quand on est une femme et qu'on est une entreprise, on a une petite entreprise avec un petit chiffre d'affaires et un petit volume de salariés. Donc évidemment, ça n'est absolument pas le cas. Et on est nombreuses ici à en témoigner. Ceci dit, c'est quand même ce qu'il y a dans l'esprit des gens, et aussi parce que le type d'activité portée par les femmes est beaucoup représenté dans le tertiaire, notamment. Donc aussi beaucoup de solo-entrepreneurs. Et je pense aussi qu'il faut avoir à l'esprit que le monde de demain et l'emploi de demain sera porté par des solo-entrepreneurs. C'est-à-dire des femmes qui
ou des hommes hein, qui vont travailler seuls, mais qui vont faire appel à 10, 15, 20 partenaires potentiels qui, eux, vont intervenir en coordination, on va dire, pour répondre à certains projets, parce que seuls, ils ne vont pas y arriver. Donc ça, c'est aussi le monde de demain, dans lequel les femmes ont évidemment un rôle extrêmement important à jouer. Et moi, je tiens à dire aussi moi, pour le coup, je suis sur l'entrepreneuriat et aussi sur les femmes en entreprise. Et ce dont je me rends compte, et dans tout ce que j'entends, c'est que beaucoup des fonds, quand ils sont attribués, ils sont, en plus, il y en a peu d'attribués, ils sont beaucoup sur la tech. Voilà, c'est une réalité. Et les actions portées par les entreprises pour attirer plus de femmes sont aussi sur les métiers techniques. Mais il y a tout un pan de métiers, d'entreprises. Aujourd'hui, les TPE, c'est 95% du maillage d'entreprises en France. Donc, c'est le premier employeur de France. Enfin, il faut quand même juste l'avoir en tête. Or, on parle de toutes petites entreprises. Donc, déjà, rien que le nom pose question. Parce que je peux vous rassurer, les problématiques qu'ils ont sont plus grands que le nom qu'on leur donne. Et donc, je pense aussi qu'on est beaucoup sur la tech, beaucoup sur les startups. Évidemment, c'est le monde de demain, c'est ce qui va nous donner un temps d'avance, etc. C'est important. Mais n'oublions pas tous ceux qui constituent le maillage territorial, les collectivités, les TPE, qui font réellement l'activité de la France en général. Et je pense qu'en étant focus comme ça et en mettant tout ça dans des cases, on rend service à personne en réalité, alors qu'il y a une vraie volonté d'agir. Et c'est moi un petit peu ce qui me frappe, c'est que ce que je trouve dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que je retrouve la même chose en stéréotype dans les entreprises, c'est-à-dire on va beaucoup attirer les filières ingénieurs, on va aller avec des programmes grande école, etc., qui sont évidemment nécessaires. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'apprentissage et les partenariats, pourquoi pas, avec des écoles d'apprentis? Ce que font les écoles industrielles, enfin les entreprises industrielles notamment, les écoles les entreprises de menuiserie un peu plus grandes, etc. Mais on en parle quand même très très peu. Donc j'aimerais qu'on parle de tout ce qui compose la France et pas seulement 2 ou 5%. Donc je rejoins complètement ce qui a été dit. Et juste pour rebondir, je pense qu'on est dans une situation assez inédite finalement, où on arrive bientôt au plein emploi. Et on n'a pas parlé, on a parlé d'inégalité effectivement sur la question de la parité, mais aujourd'hui on a de nombreuses femmes qui n'exercent pas leur activité pour X ou Y raison. On en a parlé, je pense qu'on les a suffisamment dites. Et finalement, on sait, et c'est documenté aujourd'hui, que si on arrivait à mettre sur le marché et à accompagner, on va dire, ces femmes pour qu'elles se réalisent comme elles le souhaitent, on aurait en plus des solutions en termes de richesse créée au niveau de la France, au niveau économique. Et donc, dans un moment où on est en plein emploi, certainement que les femmes vont être encore demain la solution pour faire avancer les choses. Il me semble qu'il y a un chiffre qui dit qu'avec la parité dans le monde, c'est 12 000 milliards d'euros supplémentaires de richesse, donc de croissance. Donc je crois que c'est un bon indicateur pour prouver que la parité égale la performance. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit la filière ingénieur, les écoles d'ingénieurs, et vous voyez ça à chaque fois comme une filière d'excellence. Et moi, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses un peu différemment, parce que je pense que c'est ce qui bloque le fait qu'il n'y ait pas plus de femmes ingénieurs. Moi, je suis ingénieure. À l'époque, dans ma prépa, il n'y avait pas beaucoup de filles. C'était pas tellement la volonté de mes parents, puisqu'ils n'étaient pas très... Enfin, voilà, pour eux, c'était pas tout à fait une formation pour des filles. Mais après, j'ai pu faire changer le regard, parce qu'après ça, ils étaient très contents que je le sois, mais sur le moment, ça n'a pas été tout à fait le cas. Et je ne le voyais pas comme une filière d'excellence. Je le voyais parce que j'avais envie de faire des maths, que les maths me plaisaient, et que je ne voyais pas pourquoi j'aurais pas le droit de faire des maths. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et je pense qu'il faut l'expliquer aussi de cette façon-là aux filles qui, à l'école, sont plutôt pas mauvaises. Hein, voilà. Et sauf qu'elles se disent, voilà, la filière ingénieure, c'est la filière d'excellence. Moi, je n'ai pas une ambition comme ça. J'ai aussi envie d'avoir une vie personnelle, etc. Et bon, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants. On peut avoir une vie équilibrée en étant ingénieur. Ce n'est pas un problème, quoi. C'est démystifié un peu.
Et Béatrice, pour moi, on l'a un peu abordé tout à l'heure sur l'entrepreneuriat dans le bâtiment, mais justement, l'idée d'attirer aussi des femmes vers les métiers du bâtiment, c'est aussi leur montrer qu'elles peuvent devenir chefs d'entreprise demain et avoir de l'ambition aussi dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Ben, on en a beaucoup parlé. Après, c'est d'avoir des exemples, de se dire que ce n'est pas impossible. Moi aussi, je suis ingénieure, désolée. C'est possible. Moi, j'insiste beaucoup sur la pluralité des parcours, de se dire que peut-être à un instant T, c'est peut-être pas le bon moment, mais qu'on y revient après. Et qu'il y a plusieurs vies dans une vie et que voilà, on n'est peut-être pas prêt au début. On acquiert aussi de l'expérience en tant que salarié dans les entreprises du bâtiment et c'est après en fait qu'on arrive peut-être à se lancer, à se projeter. Voilà, je pense que chacun a son étape, ses étapes, son rythme et nous on essaie au plus possible de les accompagner, hommes, femmes. Les chefs d'entreprise hommes aussi sont des bons vecteurs pour des fois pousser un peu certaines de leurs salariés dans la reprise, la transmission, parce que ça on n'en parle pas, mais c'est aussi peut-être un bon levier et des femmes pour reprendre des entreprises locales. Vous en parliez et ça c'est très important. Moi mes entreprises travaillent dans un périmètre de 20-25 km, donc pas tellement éloigné finalement, c'est aussi une qualité de vie. Donc il y a tout ça en fait qui rentre en jeu quand on se dit oui, chef d'entreprise c'est beaucoup de responsabilités, de charge mentale, où il faut être multicasquette, c'est clair, mais c'est vrai que dans nos TPE on a des relations avec ses salariés de grande proximité avec les clients, ils ne sont pas toujours tous faciles, mais voilà, c'est aussi autre chose, mais ça fait partie de l'aventure. Donc c'est vrai que dans le bâtiment, la taille des entreprises fait qu'aussi on peut rester petit, mais on peut aussi grandir, donc le champ des possibles est vraiment possible. Et sur la commande publique, je reviens à ce sujet-là, Laurence Fortin, on disait tout à l'heure finalement conditionnaliser justement l'obtention peut-être d'un marché à des questions de parité. Ça, c'est quelque chose que vous faites vraiment dans les critères des appels d'offres. C'est vraiment quelque chose d'acté aujourd'hui ou ce sera fait demain? Ah non, c'est acté politiquement, c'est voté. Ce qui sera fait demain, c'est la question de la conditionnalité. Il faut y travailler de manière collective, on va dire, sur l'accompagnement des acteurs économiques, mais pas que les acteurs économiques. Parce que globalement, la notion de la parité, et finalement, je le répète, mais c'est la question de l'égalité, c'est à travailler sur l'ensemble des politiques de la région. Ça passe du sport au lycée, à l'économie, à la politique territoriale. J'en oublie certainement la pêche. On a plein de secteurs d'activité, la pêche, l'agriculture, où il y a du boulot à faire. Mais moi, j'entends, il faut faire confiance. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il faut vraiment objectiver les choses. Il faut évaluer là où il y a des inégalités et ensuite objectiver et mettre en face le plan d'action nécessaire. Et pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce qu'il y a un chiffre qui me choque encore beaucoup, c'est qu'il faudra plus de 200 ans pour arriver à l'égalité salariale. Et donc la politique des petits pas, oui un petit peu, mais enfin on ne va pas attendre 200 ans pour avoir une égalité salariale en France demain. Je ne comprends pas qu'on en soit encore là. Donc on a vraiment les politiques besoin de mettre en œuvre des politiques qui font avancer très concrètement les choses. Et on voit bien les outils qui sont nécessaires à mettre en œuvre. Donc c'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Sur cette politique de commande publique, ça ne peut pas être quelque chose qui parte du national. Aujourd'hui, ça part du terrain. Ce sont des décisions locales. Ce sont des volontés politiques, et là c'est le Conseil régional de Bretagne qui le fait. Effectivement, ça n'a pas été légiféré, donc ce qui serait intéressant, et dans tous ces avancées-là, c'est que systématiquement, on ait de la protection par la loi, pour pas justement refaire des marches arrière. Demain, on a un autre vice-président de région qui n'a pas cette sensibilité, c'est un indicateur qui est retiré. Alors que on pourrait se dire que dans les 13 régions de France et dans l'ensemble des collectivités, par ailleurs, ça pourrait être mis en œuvre, sauf que ça dépend, on va dire, de la volonté politique ou de la personne qui pilote la collectivité. Ce qu'il faudrait, c'est que la loi vienne au fur et à mesure, avance et fasse progresser, on va dire, les choses. Et donc, je pense qu'il y a une combinaison entre les acteurs et l'Assemblée nationale qui doit trouver les indicateurs. Peut-être pour conclure, on arrive à la fin de la table ronde. Oui, pour conclure, on a parlé des quotas au tout début. Moi, je regrette qu'on ait besoin de passer par là pour que ça marche, mais force est de constater que ça marche.
Donc effectivement, si on ne veut pas que ça prenne 200 ans, c'est l'une des solutions. Et puis, force est de constater aussi que quand c'est en place, ça va plus vite. Donc moi, je voulais juste dire ça. Et je pense que ce qui fait que les choses avancent, c'est une multitude d'actions. C'est à la fois, on vient de le dire, de légiférer, à la fois des volontés individuelles par des gens convaincus, je crois qu'on est entouré de gens convaincus ici, qui mettent en place des actions avec leurs moyens, avec leurs envies, avec leurs convictions. Donc c'est aussi beaucoup une question de personnes, je crois, et de conviction. Mais en tout cas, je crois que la parité, c'est aussi une question de volonté. Et on a tous les moyens d'agir, quel que soit notre niveau de responsabilité, qui on est, notre champ d'action. Même si on est lycéen, collégien, on a tous le choix de ne pas laisser passer du sexisme ordinaire devant nous, d'encourager ses petits camarades à faire des filières d'ingénieurs. Voilà. Donc en tout cas, c'est une sensibilisation de tous les instants. Comme la mixité en général, là on est parité, égalité homme-femme, mais je crois que c'est la même chose, on pourrait faire exactement ce qu'on vient de se dire sur la mixité et je pense qu'on aurait exactement les mêmes arguments. Donc voilà, moi je suis ravie d'être entourée de gens convaincus. Voilà. Merci en tout cas, merci à toutes les quatre d'avoir participé à cette table ronde et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici et à distance. Et pour nous quitter, je vous propose une vidéo des actions menées par les entreprises de taille intermédiaire. Merci à tous.